Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission dominicale Week Echo. C'est l'alerte maximale depuis quelques jours dans certaines communes. La crue du fleuve Niger fait déjà des ravages. Et à travers un communiqué en date du 17 août dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia avertit les populations sur les risques d'inondation. Comment comprendre cette crue récurrente et quoi faire pour éviter chaque fois d'être surpris par la montée des eaux? Ce sont là quelques questions que nous aborderons dans le dossier de la semaine. Et avec les confrères, nous parlerons de ce classement qui met le Bénin en tête de liste des pays salués pour leur transparence dans la gestion de la dette publique. Le Bénin est donc premier parmi 16 pays éligibles au financement de l'Agence internationale de développement. Que comprendre par la transparence dans la gestion de la dette publique et suffit-il d'assurer la transparence pour réaliser les objectifs du développement? Voilà pour le menu de ce dimanche. Et vous le savez, sans plus tarder, le premier arrêt, c'est le mini-journal. À la présentation, Nadège Omolade s'en est. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. À l'inverse des droitiers, les gauchers sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Les gauchers représentent environ 12% de la population mondiale et les clichés qui leur collent à la peau constituent une stigmatisation. Pourtant, ils seraient plus à même d'être ce que l'on appelle des génies en raison de la façon dont ils réfléchissent. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère, élève en classe de 6e, Louis Kodogbo et Mila Zokota. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public, du coup c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs, il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains.
L'origine de la photographie remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps. La photo argentique laisse place aujourd'hui au numérique, une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'ère du numérique, c'est un reportage de Alphonse Padé et Arnaud Taboui. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite, nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique, qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont des grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Donc, au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Faire des nœuds avec une corde, un fil ou un bout de laine et sans un outil particulier comme une aiguille, un crochet ou autre, ça s'appelle du macramé. Aujourd'hui, cette forme de création de nœuds se modernise avec la fabrication de petits objets comme des bijoux ou des accessoires décoratifs. Le macramé permet de décorer l'intérieur de son salon rien qu'avec des bouts de ficelle et un peu de créativité. Cette activité pratiquée par de nombreuses femmes semble nourrir son homme. Atu Wendo nous emmène dans l'univers de ce métier. Vous voulez commander encore? D'accord, d'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils, on commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds, quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs, elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes, on peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil.
Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont blessées. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Ce sera tout pour cette édition. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ulvaïs Balogun. D'une rubrique à une autre et sans transition, à présent, c'est la revue de presse économique. Le Bénin est à nouveau honoré à travers ses bonnes pratiques et standards internationaux en matière de gestion de la dette publique. Le pays se retrouve en tête de l'évaluation des pays IDA en matière de transparence des données de la dette. L'information est relayée par la presse nationale. La Nation donne le ton et affiche à la une de sa parution du mardi 18 août 2020 une dynamique de production des données sur la dette. Les bonnes pratiques du Bénin saluées. Selon le quotidien du service public, la Banque mondiale consacre le Bénin comme premier parmi les 116 pays éligibles au fonctionnement de l'Agence internationale de développement IDA. Cette année, le Bénin est également honoré dans le monde des affaires. En effet, Cotonou va accueillir très bientôt plus d'une trentaine de pays d'Afrique pour une convention d'affaires. L'information est publiée par l'Économiste à la page 11 de sa parution du mercredi 19 août 2020. Le quotidien affiche « Monde des affaires, le Bénin accueille les rencontres Africa 2020 ». À en croire le journal, des décideurs et chefs d'entreprise africains et français seront en conclave au Bénin et au Togo dans le cadre des rencontres Africa 2020, un véritable tournant vers le business inclusif. Ces rencontres permettront aux entreprises africaines et européennes à la recherche de clients et d'opportunités d'affaires pour nouer des partenariats d'investissement. Serge Ekoué est le nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. L'Économiste, l'événement précis et le progrès ont relayé l'information. L'expert des marchés financiers et des capitaux succède ainsi à son compatriote Christian Adovelandé qui boucle 2 mandats de 6 ans à la tête de l'institution. Fraternité publie aussi l'information et écrit « Banque ouest-africaine de développement ». Serge Ekoué succède à Adovelandé à la tête de l'institution. Le journal affirme que Serge Ekoué est l'homme qui connaît la maison. À son actif, il totalise une 20aine d'années de parcours dans les finances internationales. L'Économiste parle de cette nomination approuvée par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et nous apprend que le nouveau président de la BOAD prendra fonction le 28 août 2020. L'Économiste s'est également intéressé à la vitalité du Bénin sur le marché de l'emprunt obligataire et nous informe que le pays émet des obligations assimilables du trésor de maturité initiale 3 ans. Cette opération permettra au pays de mobiliser un montant de 20 milliards de francs CFA. Fin de cette revue de presse et à dimanche prochain pour de nouvelles informations économiques sur Week Eco. Merci à vous Patrick Adiagbodjou et maintenant c'est l'instant décryptage.
Une nouvelle distinction donc pour le Bénin qui serait le couronnement des efforts déployés par le gouvernement pour maintenir et renforcer les bonnes pratiques et standards internationaux en ce qui concerne la gestion de la dette. Comment et quelles implications? C'est le sujet qui nous réunit ce matin avec deux confrères. Moïse Doussoumou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté, Nafiou Ogushola. Nafiou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là. Merci aussi. Alors, Nafiou, quelques jours seulement après que le Bénin a été sacré meilleur gestionnaire de dette souveraine en Afrique subsaharienne, et voilà déjà que pour la transparence de la gestion de la dette publique, on est encore salué. Oui, c'est déjà une belle performance à saluer par tout un chacun de nous. Je crois qu'en tant que citoyen, ça fait toujours du bien de savoir que notre gouvernement, par la gestion qui se fait des ressources publiques et surtout de la dette, est saluée. Ces performances sont saluées. Il faut noter que cette performance-là a été révélée par l'Agence internationale de développement, qui est l'une des 3 filiales de la Banque mondiale, et qui est beaucoup plus spécialisée pour accorder des crédits et des dons aux pays les moins avancés pour promouvoir la croissance et aller vers le développement. Donc sur 76 pays, nous avons été le pays qui a eu à satisfaire au maximum de critères. Donc, c'est le meilleur pays actuellement à bien gérer la dette. Et quand on dit bien gérer la dette, en fait, on dit quoi? Quand quelqu'un vous prête de l'argent, on veut savoir qu'est-ce que vous faites avec. Et donc, dans la transparence de la dette, c'est que le Bénin a eu à fournir tous les éléments qui étaient nécessaires pour qu'on puisse, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, savoir comment est-ce que vous gérez l'argent que vous prêtez. Mais quand on prend une dette, il faut la payer aussi. Est-ce qu'il y a également un regard sur la façon dont c'est payé? Oui, la meilleure façon de pouvoir payer une dette, c'est d'abord de pouvoir bien la gérer. Quand vous la gérez bien, quand vous investissez bien, que ce n'est pas détourné et que c'est bien utilisé, forcément, ça, il y a des retours sur investissement, des intérêts et facilement vous pouvez payer. Donc, avant que vous ne soyez en mesure de payer, de rembourser une dette, il faudrait que vous soyez d'abord en mesure de bien la gérer. Voilà. Okay. Alors, vous parliez tantôt des critères qui ont permis quand même au Bénin d'arriver à cette performance-là. Quels sont ces critères-là? Alors, l'Agence internationale de développement se base sur plusieurs critères, dont les pratiques de diffusion des statistiques sur la dette publique, la publication des principaux documents relatifs à la gestion qui est faite de la dette, l'identification des risques budgétaires découlant des passifs contingents. Donc, c'est les 3 dimensions cruciales qui sont prises en compte. Maintenant, au sein de ces 3 dimensions-là, on voit les indicateurs qui sont l'accessibilité des données, les instruments de la dette, le champ de couverture de la dette, l'accessibilité de l'information sur les nouveaux engagements de l'État, la périodicité de publication des données, le calendrier de publication, bref, tout ce qui entre en ligne de mire pour pouvoir avoir une traçabilité sur la manière dont la dette là, elle est gérée. Alors Moïse, on parle de transparence de la gestion de la dette publique. Pour vous, qu'est-ce que vous y comprenez? Bon, a priori, la dette n'est pas mauvaise, c'est même recommandé. Il faut dire que même les États les plus puissants vivent sur des dettes. Ce n'est pas mauvais en soi. Vivre sur des dettes? Non, ce n'est pas mauvais. Puisqu'on n'a pas trouvé la capacité d'avoir des ressources, soit même des ressources intrinsèques pour pouvoir se mobiliser. Et même vous allez constater que même les personnes les plus nantis vivent sur des dettes. Elles font rarement appel à leurs propres capitaux, elles vont toujours chercher des capitaux ailleurs pour pouvoir réaliser leurs affaires. Ça, ce n'est pas mauvais. Ce que je comprends de cette affaire-là, c'est que le Bénin est beaucoup plus regardant pour ce qui est du développement de ces statistiques au niveau international. C'est-à-dire que le Bénin fait l'effort, à travers ce que je comprends de tout ceci, qu'au niveau des institutions internationales, au moins ceux qui les financent, que le Bénin adresse régulièrement des points. Leur dit, je veux tel montant, je veux en faire ceci, voilà. Mais qu'au niveau national, on n'a pas ce retour. C'est un peu comme si l'exercice de compte rendu est orienté exclusivement vers ces institutions-là. Et qu'au plan national, on nous annonce seulement nous voulons lever tel nombre de milliards, nous voulons faire tel emprunt, et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait de ces sous? Où est-ce que c'est orienté? À quelle échéance est-ce que c'est remboursé? On ne sait pas tout ça, justement. Autrement dit, la transparence est vis-à-vis de ces institutions. C'est bien l'impression que nous avons, puisque l'argent ne vient pas de la poche des Béninois, ça vient d'ailleurs. C'est un peu comme si on privilégiait celui qui donne l'argent, lui donne toutes les informations. Mais ceux à qui cet argent est destiné, ceux qui sont censés utiliser cet argent-là, et ceux même qui vont le rembourser, parce que ce ne sont pas les gouvernants qui le remboursent, ceux qui vont le rembourser, c'est qu'on ne leur dit rien. On se contente de dire seulement, nous voulons tel montant, et ça s'arrête là. Ce qu'on a fait, quels engagements on a pris par rapport à ces montants?
Quand est-ce qu'on va les rembourser? On va rembourser à quelle échéance? Quel est le taux qui va s'ajouter sur le remboursement? On n'en sait rien du tout. Non, normalement, quand on fait des emprunts, je crois qu'on donne tous ces détails-là. Oui, tous ces détails. Mais c'est peut-être la façon dont, vous le dites, les Béninois n'ont pas un regard sur la façon dont l'argent, peut-être parce qu'on n'a pas aussi cherché à savoir. Est-ce qu'on devrait chercher à savoir? Ça va de soi que nos gouverneurs que nous avons mis là puissent nous dire, voilà, nous avons un plan d'endettement peut-être de 500 milliards sur 5 ans, bien sûr 10 ans. Voilà ce que nous allons faire de cet argent-là et comment nous comptons le rembourser. Je pense que ça c'est basique, on n'a pas besoin de forcer pour avoir ces informations-là. Mais à contrario, on constate que de l'autre côté, que c'est automatique, que ça va de soi, que le Bénin envoie les infos. Je pense que le mouvement doit être dans les deux sens, au lieu d'être seulement unidirectionnel. Oui, c'est vrai aussi que quand le gouvernement veut faire un emprunt obligataire, il donne les détails pour dire voilà le taux d'intérêt et on va rembourser selon telle échéance. Mais quand on prend l'ensemble des dettes qui sont contractées, il va falloir aussi faire le point. Je crois que c'est beaucoup plus l'ensemble de tout. Les points là, on les fait beaucoup plus aux institutions internationales. Et aujourd'hui, les nôtres, nos cadres, nos citoyens ont bien envie de voir aussi nos propres gouvernants faire les points détaillés là, comme ils le font aux autres, pour que nous-mêmes, nous soyons un peu plus impliqués. Vous êtes un peu un journal spécialisé, Est-ce que vous avez, par exemple, comme ça, cherché à savoir la dette là? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éclaircissement sur la façon dont c'est géré? Est-ce que vous avez des difficultés, par exemple, pour avoir accès à ces informations-là? Je crois que si on avait autant de facilité, je crois que mon confrère aussi aurait été informé, puisque nous sommes tous dans le secteur aussi bien que nous soyons un peu plus spécialisés. Mais c'est vrai aussi que le gouvernement fait souvent des points. On nous fait souvent des points. Quand on prend le budget de l'État et qu'on sort, à des moments donnés, on fait des points aussi. Mais c'est vrai que ce que dit mon confrère, c'est un point beaucoup plus détaillé pour dire, par exemple, telle dette, voilà, ça a servi à quoi, dans tel temps, dans telle périodicité, voilà. Et quand on le fait pour chaque dette contractée, on pourrait mettre tout ensemble maintenant et donner le résultat global. Mais je crois que souvent, on fait beaucoup plus, on donne plus les résultats globaux, ce qui fait que les résultats spécifiques, les détails là, nous échappent un peu plus. Mais c'est vrai que les chiffres sont disponibles. Les chiffres sont disponibles, mais ce n'est pas aussi facile d'obtenir, de les avoir. Et quand une autorité vient pour faire le point, c'est qu'elle fait son point et on n'est pas en mesure de lui dire forcément non, nous on veut tel détail. Et sans oublier aussi que professionnalisme oblige, certaines de nos autorités sont tenues au secret professionnel. Donc il y a des données qu'on ne peut pas donner. Quand c'est l'agent public, il ne devrait pas avoir de secret. Non, parce que c'est notre... Mais quel intérêt il y a à rendre transparent sa dette? Oui, quand vous rendez transparent votre dette, c'est que vous êtes d'abord crédible. Quelqu'un qui vous prête de l'argent et il voit le circuit qu'emprunte l'argent, comment c'est dépensé, et voit tout ce qu'il y a comme document relatif à cette dette-là, la personne est beaucoup plus intéressée pour vous accompagner davantage, pour vous apporter beaucoup plus. Ce qui fait que la première des choses qu'on gagne, c'est la crédibilité. Donc, on pourrait avoir beaucoup plus de partenaires qui vont nous accompagner. Et aussi la confiance des institutions internationales. Quand vous gérez bien votre dette, forcément, on voit en vous un bon gestionnaire. Et au-delà de ceux qui peuvent vous prêter de l'argent, il peut encore y avoir des gens qui vont vous faire des dons et vous accompagner. Okay. Alors, est-ce que, à votre avis, le fait d'être presque tous les mois sur le marché de l'emprunt, est-ce que cela permet de stimuler la croissance? A priori, les gouverneurs qui ont fait ce choix savent ce qu'ils font et savent où ils vont. C'est nous autres qui ne savons pas exactement de quoi tout ça retourne. Parce que ce sont juste des annonces globales qu'on nous fait. Et j'ai entendu dire, pour les chiffres officiels, que le niveau d'endettement, disons recommandé, pas recommandé, le plafond d'endettement au niveau de l'autre zone, c'est 70%. Et que le Bénin tourne autour de 43%. Et que nous sommes dans le ventre mou. Mais remarquez qu'en 43% et 70%, il n'y a plus un très grand écart. Ça veut dire qu'on s'est beaucoup endetté ces derniers temps jusqu'à atteindre ce chiffre. Et que si on continue ainsi, 70% n'est plus loin. Si par extraordinaire on atteignait ce seuil, ce plafond de 70%, comment est-ce qu'on fait pour avoir de nouvelles ressources? Est-ce que celles que nous aurons engrangées jusqu'à atteindre 70% suffiraient pour atteindre tous les objectifs? Ou est-ce qu'il faut dépasser ce plafond? Et maintenant, quid du remboursement? Quand tout ça intervient, qu'est-ce qu'on fait en amont pendant qu'on engrange ces ressources-là pour les fructifier de sorte à les rembourser avec le taux d'intérêt? C'est ça qui me semble être plus intéressant à l'heure actuelle. On se contente, à mon avis, juste de prendre de l'argent. Certes, on le dépense.
Mais est-ce que les dépenses effectives nous permettent de rembourser en temps et en heure? Surtout quand on sait que parce que la crédibilité, c'est ça. Ce n'est pas seulement d'aller chercher de l'argent, c'est de pouvoir rembourser exactement comme le plan le fait. Mais si au moment du remboursement, on n'est pas prêt et qu'il faut faire des échéances dont le taux d'intérêt augmente, et c'est encore nous qui allons payer les pots cassés. Oui, c'est peut-être ça qui s'explique aussi, parce qu'aujourd'hui, la plupart des chantiers qui sont ouverts, ce sont des chantiers routiers, et on sait que la route mais est-ce que les chantiers forcément routiers sont pris en compte par cet taux d'emprunt? C'est ça la question. Parce que nous a dit que pour la première phase d'asphaltage, c'est environ 900 milliards que c'est déjà mobilisé depuis. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui sont en train d'être payés par les emprunts. Je ne pense pas. Ça doit être carrément autre chose. Quelles sont ces choses-là? On doit pouvoir c'est quoi ces projets? Il faut qu'on les sache. On n'a pas besoin de supplier pour ça en temps normal. Ça devrait aller de soi. Au nom de cette transparence qu'on reconnaît à l'international, elle devrait avoir de mise au plan interne. Nous avons pris, mais si on ne fait pas des points d'étape, disons des points répétitifs par emprunt, on peut faire des points d'étape. Peut-être sur 3 mois, sur 6 mois, on a pu mobiliser 100 milliards. Voilà ce que nous comptons en faire, voilà ce qu'on a fait jusque-là. Et voilà ce qu'on peut engranger comme ressources, bien comme intérêt sur la base de ces prêts et pouvoir rembourser à telle échéance. Il me semble que cet exercice-là, on ne doit pas normalement obliger les gouvernants à le faire. Ça devrait aller de soi. Ça devrait être systématique. Mais on ne remarque pas ça. Mais ça c'est un appel à l'endroit du ministère de l'économie et des finances. Je crois qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont bien reçu le message. Parce que c'est vrai aussi, c'est pertinent ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas la peine de plaire seulement aux institutions internationales. C'est vrai que ce sont elles qui nous permettent de nous prêter beaucoup plus. Mais c'est important aussi de mettre en confiance les citoyens qui contribuent. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui payons. C'est nous qui allons payer toutes ces dettes-là. Donc c'est important aussi de nous mettre en confiance en nous montrant, voilà, par A plus B, ce qu'on est en train de faire. Peut-être que en faisant ces exercices-là, les populations, les citoyens aussi seront plus apaisés, pourront aussi dire pourquoi pas, mais au lieu de faire telle chose, il y a telle chose qui sont beaucoup plus pertinentes et urgentes pour nous aussi, puisque le développement par la gouvernance politique doit être toujours un truc participatif. C'est pas parce que nous ne sommes pas au gouvernement, c'est pas parce que un citoyen donné n'a pas un titre, n'a pas un cadre intellectuel, qu'il n'a pas quelque chose, une idée à apporter. Elle est de mise de la part de nos gouvernants. Bien sûr, bien sûr. Alors quand on est transparent dans la gestion de sa dette, est-ce que ça permet de fructifier l'argent? Est-ce que les citoyens, ça stimule la croissance? Faut pas forcément, ce n'est pas direct, la liaison n'est pas directe. Parce que quand vous empruntez de l'argent, c'est pour fructifier cela, c'est pour vous investissez et vous espérez avoir des retours sur investissement qui vont vous permettre d'engranger des ressources vous-même. Maintenant, quand vous empruntez de l'argent et que vous faites un bon investissement, ça vous stimule votre croissance. Mais si vous ne faites pas un bon investissement, non, mais ne vous attendez pas à faire des recettes. Et quand vous ne faites pas des recettes, et vous sombrez. Vous savez, vous voyez un peu. Mais beaucoup plus quand vous avez une dette qui est transparente, ça veut dire qu'au moins on sait comment vous investissez et on suit cela. Et je crois qu'il y a beaucoup moins de risques de faire de mauvais investissements que quand le cycle de la dette n'est pas assez maîtrisé. Parlons justement de la mauvaise gestion de la dette publique. Cela voudrait dire que ces institutions-là ne vont plus nous prêter du tout de l'argent. Si on gère mal, s'ils constatent, puisque c'est eux s'ils constatent qu'on gère mal la dette, cela veut dire que forcément ils ne vont plus nous prêter. Oui, mais le Japon, c'est l'exemple le plus illustratif. Qui depuis quelques années ne fait plus de prêts à certains pays africains, dont le Bénin, ils se contentent de faire des dons. Parce que le Japon a tellement fait de prêts à certains pays, dont le Bénin, et qu'on n'est pas arrivé à rembourser à échéance. On a demandé des rallonges, on n'a pas pu rembourser. On a demandé alors que cette dette soit transformée en dons. Le Japon a accédé à compte que, mais la conséquence est qu'il n'y a plus de dettes provenant de ce pays-là. C'est généralement des dons qu'on nous fait maintenant et ce n'est pas évident que ça va satisfaire à nos besoins. Donc voilà une des conséquences de la mauvaise gestion de la dette. Et si on parle de plus en plus de la dette en ces temps-ci, c'est parce qu'on a l'impression que notre État en fait un peu trop. Contrairement aux années antérieures, on n'a pas vraiment cette pratique-là. Mais ces 4 dernières années, c'est qu'on a beaucoup emprunté sur le marché international. Je le disais tantôt, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que quelque part, c'est qu'on a travaillé justement pour avoir une meilleure crédibilité, c'est qu'on a pu asseoir certaines bases pour emprunter plus d'argent que par le passé. Tout ça, c'est bien. Mais il faudrait qu'en aval, qu'on puisse maintenant avoir la capacité de rembourser à l'échéance avec les taux d'intérêt. C'est là justement que les gens nous attendent, qu'on nous guette beaucoup plus. On nous dresse des lauriers maintenant, on dit du bien de nous, d'accord. Mais au moment de rembourser, est-ce qu'on sera à même de le faire? C'est ça la grosse interrogation. Si on arrive à le faire vraiment, comme on est félicité maintenant, ce serait tant mieux. Et si pas extraordinaire, cet argent servait vraiment
pour des causes d'intérêt national, c'est encore tant mieux, c'est le Bénin qui caille. Et pour l'instant, je constate que le Bénin est transparent pour ceux qui ont l'argent au plan international. Mais qu'au niveau local, on se pose des questions sur la gestion de la dette. Et je pense que ça, il faut qu'on y remédie justement. Alors, on parlait de la mauvaise gestion de la dette, les risques liés à la mauvaise gestion de la dette. La mauvaise gestion de la dette, c'est quelque chose, comment on appelle, c'est une pratique qui porte atteinte vraiment à la stabilité d'un pays. Je vais vous donner par exemple, au début des années 2000, il y a eu par exemple le Congo, le Congo-Brazzaville qui avait eu un démêlé au niveau de cette dette publique, et il y a eu le ministre des Finances qui avait été arrêté aux États-Unis. En fait, le système c'est de telle manière que quand vous empruntez avec une échéance donnée pour payer et avec des intérêts, quand vous n'arrivez pas à rembourser cette dette-là, les partenaires ne vous font plus assez confiance. On ne viendra plus vous emprunter de l'argent. Maintenant, si vous êtes obligé, vous ne rentabilisez pas cette dette-là parce que peut-être vous avez fait de mauvais investissements, bien peut-être vous avez mal géré, bien vous n'avez pas pu rentabiliser d'une manière ou d'une autre, c'est que avant que vous ne puissiez emprunter de l'argent, maintenant il faudrait que vous puissiez rembourser ce que vous avez déjà prêté. Et là, il y a un risque là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, la majorité, la plupart des pays arrivent à gérer cela, mais il y a le risque, c'est que quand vous n'arrivez pas à vite rembourser, il y a des gens, des institutions, sinon des sociétés privées qui sont spécialisées, qui commencent par vous proposer leurs services. Et ça, eux, ils achètent les dettes en fait. Et si un pays fait une erreur comme ça, de se faire acheter sa dette, c'est grave. Parce que c'est des sociétés qu'on les appelle souvent les fonds vautours. Quand ils rachètent votre dette, vous êtes foutus, pratiquement. Le pays n'existe plus ou qu'est-ce qui se passe? Non, par exemple, vous avez une dette de 10 milliards, par exemple, et vous n'arrivez pas à payer à des institutions, bien à des sociétés. Eux, ils rachètent les dettes là. Ils peuvent racheter ça peut-être à 10 milliards, peut-être à 5 milliards même. Ils rachètent la dette là, mais ils ont un circuit international où eux viennent vous dire, écoutez monsieur, vous devez telle dette à telle personne, mais à telle institution, vous n'avez pas encore payé, maintenant c'est à moi que vous devez la dette puisque je l'ai rachetée. Maintenant, puisque vous n'avez pas encore payé, vous n'avez pas respecté votre engagement, moi je réclame 20 milliards. Alors là, si le pays ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir s'entendre avec les fonds vautours, c'est que ça va au plan international. Et ils ont des structures spécialisées. Et banalement, vous pouvez vous retrouver à 100 milliards, à 200 milliards à cause d'une petite dette de 10 milliards. Et on commence par fermer des portes, asphyxier le pays. Ce qui fait que même les autorités de ces pays-là, comme a fait l'expérience du Congo, sont arrêtés simplement. On a arrêté le ministre des Finances qui avait débarqué pour une réunion de l'ONU aux États-Unis. On l'a arrêté, on l'a dit, bon, votre pays doit telle à telle société. Il a fallu que le président se mobilise. Ils en ont bavé, c'était pas facile. Alors, quand on parle de la transparence de la gestion, c'est une façon pour ces institutions-là d'avoir un regard sur notre économie, sur l'économie des pays qui prêtent. Est-ce que la souveraineté économique de ces pays-là est garantie? On ne peut pas le garantir parce que de toute façon, celui qui vous donne l'argent, que ce soit un prêt ou un don, est plus puissant que vous. C'est parce qu'il en a plus que vous allez vers lui. Si vous en aviez suffisamment, vous n'irez pas vers le produit, prête-moi. Et celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Et il va s'imposer d'une manière ou d'une autre pour dire, c'est mon argent que je vous donne, il faut que j'ai quelques garanties. Il aura un droit de regard, évidemment, sur ce que vous faites. Et quelque part, si votre souveraineté est violée, ça va de soi. Mais vous êtes en position de faiblesse. C'est pour ça qu'il faut travailler, mais ça, c'est vraiment un truc de longue haleine. Pour réduire progressivement cette affaire-là et pouvoir élever petitement ce niveau. Parce que vous allez voir, même les pays les plus développés qui font des prêts, il n'y a pas tant ces droits de regard justement sur l'économie, parce qu'ils sont déjà tellement puissants qu'on sait que ça va de soi qu'ils puissent rembourser. Mais chez nous, les autres sont tellement regardants, tellement prudents qu'ils vous suivent à la lettre. C'est carrément un marquage à la culotte. Donc ça veut dire qu'il y a des pans entiers de notre économie que ces gens-là maîtrisent d'une manière ou d'une autre. C'est aussi peut-être parce qu'on a eu par le passé des cadres qui étaient reconnus dans les actes de corruption, de prévarication. Ça, c'est partout dans le monde. Le Bénin n'a pas la palme d'or de la corruption. Non, pas le Bénin partout. Oui, c'est partout dans le monde. Même les pays les plus puissants, la corruption sévit là-bas. Et chez nous encore, ça sévit encore et ça sévira longtemps. Je ne dirais pas encore plus, mais ça sévit toujours. Malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça sévit toujours. Et vous allez constater que même parlant de corruption, les faits les plus graves dont on parle maintenant sont antérieurs à la gouvernance actuelle. Qui nous dit ce qui se passe actuellement, c'est quand ils ne seront plus là qu'on saura réellement ce qui se passe ou non. Donc on ne peut pas dire que c'est fini, personne n'a fait ci ou ça, je ne pense pas. Il faut un faux du temps pour qu'on voit clair dans cette affaire-là, pour ce qui est de la gouvernance actuelle. Mais pour revenir à la dette, c'est que c'est un processus normal pour tout pays. Mais il ne faudrait pas s'enliser.
C'est ça le risque au fait du Bénin. C'est vrai qu'on a fait des progrès en termes de mobilisation de ressources propres, d'accord. Mais il ne faudrait pas aller au-delà de notre capacité. Il ne faudrait pas nous surestimer. Faire les choses selon nos besoins, nos ressources, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut savoir les moduler en tenant compte de la réalité. Ne pas en faire un peu trop, surtout parce qu'après, c'est pénible à gérer pour les générations futures. Je suis d'accord, complètement d'accord avec mon confrère. Tellement d'accord que je ne trouve pas grand-chose à ajouter. Alors, parlons de la souveraineté économique des pays qui est violée par ces institutions-là qui nous prêtent de l'argent. Non, mais est-ce qu'on va parler de souveraineté économique violée? C'est vous-même qui êtes allé demander aux gens de vous en prêter de l'argent. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas de souveraineté, c'est ça vous êtes allé demander. Bon, qu'on le veuille ou pas, on va toujours garder l'expression souveraineté, dire qu'on a toujours la souveraineté, mais quand on va dans la manière dont les affaires se gèrent, chacun sait ce qu'il pense de la souveraineté d'un pays, et surtout quand on est un pays en voie de développement comme le nôtre. Mais l'expérience, c'est qu'il faut forcément, comme l'a dit mon confrère, avoir un plan donné pour pouvoir mobiliser des recettes sur une longue période et savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de prêter de l'argent, mais à telle échéance, on ne va plus prêter. On va prêter telle somme jusqu'à telle échéance, après de telle échéance, on va prêter moins et ainsi de suite, on va s'en sortir. Comme l'expérience du Ghana qui a essayé un truc dans le genre et ça a beaucoup marché. Mais pour y arriver, il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir financer notre économie, financer les investissements sans forcément aller vers les bailleurs de fonds, bien sur le marché international pour demander des emprunts. Merci à vous, chers confrères. Nafiou Ogushola, Moïse Doussounou, merci d'être passé ce matin. Merci. Et on installe sans plus tarder le plateau dossier de la semaine. Et vous le savez, depuis quelques jours, les autorités béninoises appellent les populations, notamment celles des communes de Karimama, de Malanville, d'Atiémé et certaines de la vallée de l'Ouémé, à redoubler de vigilance face à la montée des eaux du fleuve Niger. Un phénomène cyclique qui nous interpelle. On en parle juste après cet élément. L'axe Bodjekali-Iloua, frontière du Nigeria. Le ciel est sombre, chargé de nuages, comme s'il voulait toucher la cime des arbres, agités par le vent. Déjà causé beaucoup trop de dégâts. Des habitations en lambeaux, des toitures au sol. Plus de 300 ménages sont sans abri. Le dallo récemment construit à la hauteur du village n'a pas contenu la furie des eaux. Il s'est retrouvé dans un piteux état, avec un risque réel d'affaissement de la voie bitumée. Le fleuve Niger et ses affluents sont sortis de leur lit. À Garoutéji et environ, les champs sont inondés. Les prémices d'un temps où les greniers resteront vides s'ils ne sont pas emportés par le grand courant d'eau qui a divisé le village en deux. Selon les prévisions, le pire reste à venir. Cette année étant donc la fin d'une décennie, elle sera donc très pluvieuse. Et il y aura donc inévitablement l'inondation. Le préfet de la Liborie a interdit par décret la navigation fluviale et lagunaire dans le département. Mais des irréductibles, même par mauvais temps, sont sur le fleuve, au péril de leur vie. Pendant ce temps, les nuages déversent sur Garoutégi, ses environs et dans le fleuve. Et le niveau d'eau monte chaque minute un peu plus. Et les habitants de Garoutégi, impuissants face aux éléments déchaînés, demandant la clémence divine. Unanimement. Et voilà la situation catastrophique. Et c'est avec le professeur Placide Clédio que nous allons tenter d'expliquer ce phénomène et ses conséquences sur les populations et sur les activités économiques. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes géographe et directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire à l'université d'Aboué-Calavi. Tout à fait. Merci d'être là. Oui. Professeur, je vous présente celui qui va m'aider à conduire cet entretien, c'est Rodrigue Babagouito. Ibrahim Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à votre émission Week Echo. Après le Sud qui a connu des inondations de part et d'autre courant la grande saison des pluies dernières, c'est désormais le septentrion qui subit par endroits les mêmes catastrophes naturelles, alors que, logiquement, la page de la grande saison des pluies est censée être tournée. Alors, Placide Clédio, décidément, est-ce que ce serait abusé de dire que du nord au sud,
nulle part au Bénin, l'on n'est à l'abri des catastrophes naturelles. Oui, bon, lorsqu'on dit catastrophe, c'est des événements qui arrivent sans qu'on ne programme. Bien sûr. Donc, ça arrive. Donc, dans tout le pays, ça peut arriver. Alors que ce que nous avons, ce n'est pas que c'est tout le temps que ça va arriver de cette façon. On sait que ça va venir. Nous connaissons la configuration topographique, morphologique du Bénin. Et nous maîtrisons tout ce que nous avons comme cours d'eau, leur évolution, et on peut vraiment faire beaucoup de choses pour pouvoir... On pouvait prévoir. D'accord, on va revenir aux prévisions. Mais lorsque le Sud connaissait les inondations après la grande saison des pluies, l'explication donnée était par exemple la construction de grands bâtiments à des endroits où doit normalement circuler l'eau. Est-ce que c'est le même cas? Non, ce n'est pas la même chose. Et il faut vous expliquer que nous avons 4 saisons. Au niveau des 4 saisons, pour le Bénin, pour le cas du Bénin, d'accord, on a 2 saisons des pluies et 2 saisons sèches. Nous venons de traverser la grande saison des pluies, bien sûr, qui commence mi-mars et ça finit vers mi-juillet. C'est ça qu'on a traversé maintenant, pour le cas du Sud. Alors, pendant cette saison-là, on a eu beaucoup de pluie cette année. Et cette quantité d'eau n'a pas trouvé d'issue et ça a inondé. Mais l'inondation qu'on va avoir tout à l'heure à partir de septembre, ce ne serait pas lié à la quantité d'eau de pluie du sud. Et ce serait lié à quoi? C'est lié à la quantité d'eau tombée dans le nord du pays, dans le septentrion. Donc le Bénin a une forme bombée au niveau de Parakou. Une partie descend vers Cotonou et l'autre partie descend vers le Niger. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce ne sont pas les mêmes phénomènes. Alors, les eaux qui descendent maintenant, les eaux qui sont en train les eaux du fleuve Niger, en fait, sont nourries par les 3 affluents du Bénin, Mekro, Libori, Sota, gonflent le Niger davantage, mais le Niger passe par la frontière du Bénin à Malanville et tombe au Nigeria pour aller se jeter dans la mer. Le Niger, ça fait 4000 et quelques kilomètres. Ça quitte depuis la Guinée, ça traverse le Mali, le Niger, le Bénin et ça va au Nigeria. Donc lorsqu'il pleut dans ces zones-là, c'est les eaux qui nourrissent en fait le Niger. Ce sont ces eaux-là qui sont en train d'inonder maintenant la partie Bénin, parce que avant que le fleuve Niger n'arrive au Bénin, c'est déjà gorgé d'eau. Et les 3 affluents que nous avons, Mekro, Alibori, Sota, une fois que la saison commence, ces affluents aussi sont gorgés d'eau et ces eaux sont portées vers le Niger et qui est déjà gonflé, ce qui fait que ça inonde. C'est le phénomène du septentrion. Et lorsque ça continue, le Niger, les 3 affluents envoient de l'eau dans le Niger, le Niger charrie maintenant ces eaux-là et les conduit vers la mer au Nigeria. En fait, on dit que c'est mauvais, mais en même temps, c'est une bonne chose pour le Nigeria. Parce que c'est là où on a le pétrole. C'est dans le delta du Niger que c'est gorgé vraiment le pétrole. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il suffit de s'organiser pour pouvoir maîtriser les eaux. C'est le vrai problème, ça. Justement, on en vient à ce point. Comment maîtriser réellement les eaux? Puisqu'on a vu des images malheureuses des populations, des toitures, des maisons en lambeaux et les populations, je dirais, ahuries. Et c'est presque chaque année que cela arrive. C'est ça qui est... Justement, ça fait près de 15 ans que je fais les émissions ici. Mais chaque année, on en parle pour dire ce qu'il faut faire. Mais si ce n'est pas fait, ce n'est pas ma faute. On va continuer à le dire. Mais justement, on va continuer à le dire. On va le dire encore maintenant. Vous allez voir en septembre. Parce que l'année passée, on a fait des émissions ici. Et il y avait déjà parlé de cette année où on aura beaucoup d'eau. Je n'ai pas donné de précisions sur la quantité comme ça, parce que il faut renforcer les stations pluviométriques qui devaient nous renseigner. La météo Bénin maintenant n'a même pas de radar. Ils n'ont pratiquement pas grand-chose. Alors pour pouvoir renseigner suffisamment, il faut acheter les appareils nécessaires pour les avoir. Mais nous ne les avons pas. Je vais vous donner un exemple pour le sud ici. Cette année, si on a pu trouver des solutions pour aider un peu l'inondation à Tankpa et autres là, c'est parce que sur le campus, on a installé une station pluviométrique. Justement, je rappelle que vous êtes directeur de l'école pluridisciplinaire. L'école doctorale pluridisciplinaire, espace culture et développement. Voilà. Oui. Donc c'est parce qu'on a une station
pluviométrique qu'on a installée sur le campus. Et bizarrement, on a vu que la quantité d'eau que nous avons reçue sur le campus diffère de ce que nous avons eu à Cotonou. Alors que pendant longtemps, on a toujours pris les données de Cotonou qu'on a extrapolé souvent pour pouvoir faire les analyses. Vous voyez, c'est extrêmement important que l'université soit reconnue pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour pouvoir faire ces études-là. C'est nécessaire ces études, mais souvent c'est banalisé. Ce qui compte souvent pour les gouvernants, c'est ceux qui sont dans la technique, ceux qui peuvent décider, ceux qui réalisent. Mais il ne peut pas réaliser sans les études, c'est ça. Donc, pour le fleuve Niger, par exemple, l'autorité de bassin du Niger, ils font ce travail-là, ils avertissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est j'ai dit la maîtrise des eaux. La maîtrise des eaux, c'est la construction des digues pour pouvoir contenir ces eaux-là, pour différer la descente des eaux vers le sud. Je le répète depuis 10 ans. Et actuellement, c'est un peu encourageant parce que la NPC est en train de prendre le pas. Parce que hier seulement, il y a une grande réunion qui est faite en visioconférence où tous les ministres concernés ont eu à intervenir. Et la NPC a exposé les actions posées déjà, les actions de sensibilisation pour pouvoir aider un peu la population. Mais justement aujourd'hui, quand on parle de l'ANPC, je rappelle que c'est l'Agence nationale pour la protection civile, on a l'impression que sur le terrain, il n'y a que la sensibilisation. N'y a-t-il que la sensibilisation qu'il faille faire? Oui, justement, c'est progressivement que, nous allons les aider à comprendre, parce que ce n'est pas que la sensibilisation. Le problème de l'agence de l'ANPC, actuellement, le directeur actuel est venu sur le campus pour qu'on puisse échanger lorsqu'on a eu à intervenir au niveau de Tankoué pour gérer les problèmes d'inondation. Vous voyez, là, il a trouvé du sérieux, il est venu, on a échangé aussi pour trouver d'autres solutions. Les solutions, en fait, pour ces fleuves-là qui coulent au niveau de Septentrion, mais qui regagnent le sud. Les eaux du Niger ne viennent pas à Cotonou. Et il faut le souligner. Je vous ai dit tout à l'heure que il y a une partie, le Bénin est comme bombé au niveau de Parakou. Une partie descend vers Cotonou et l'autre partie descend vers le Niger. Donc, les eaux du fleuve Niger ne viennent pas à Cotonou. C'est seulement ceux qui sont dans les emprises de Mekrou, Alibori, Sota qui sont embêtés. Donc, ça passe par le Malanville et ça va au Nigeria. Et c'est ceux du Nigeria maintenant qui vont subir les inondations progressivement que les eaux vont descendre. Par contre, lorsqu'on vient après Parakou, on prend maintenant le Louémé, qui est le cours d'eau principal qui inonde le sud, en fait, c'est le même principe parce que les eaux tombent au niveau du Septentrion au même moment, d'accord? Et ces zones-là, une partie conduit par Mekrou Alibori Sota vers le Niger, mais l'autre partie est charriée par le fleuve Ouémé. Et c'est ça qui descend maintenant vers Bonou, vers le lac Nokoué, et ça descend vers la mer. Donc en septembre, l'inondation que nous avons en septembre, ce n'est pas lié nécessairement à la quantité d'eau de pluie tombée pour la petite saison des pluies que nous avons. Vous voyez, c'est surtout cette quantité d'eau qui est tombée dans le nord du pays et qui est drainée par l'Ouémé avec ses affluents, l'Okbara et le Zou et autres. Et tout ceci maintenant gonfle le Louémé et ça descend maintenant à partir de Bonou, à partir de Zanyalando et autres. Là, ça, vous allez voir les mêmes phénomènes. Déjà, nous sommes à l'orange pour les signaux et autres. Là, donc, on va passer au rouge. Ça va passer au rouge, puisque bien de toute façon, il y a des alertes. Oui, justement, ça dépend de la quantité d'eau. Et tout ceci, lorsqu'on parle de prévision, il ne faut pas oublier les changements climatiques. C'est ça. Lorsqu'on veut construire les digues, par exemple, lorsqu'on veut construire des barrages, tout ce qu'on veut faire pour pouvoir maîtriser les eaux, il faut intégrer les variabilités climatiques et les changements climatiques. Il y a une différence. Le climat peut varier en fonction des années, mais lorsque ça varie pendant un siècle, là, le climat a changé. Est-ce à dire que c'est sur un siècle qu'il faut faire les prévisions? Nécessairement, lorsqu'on veut parler de changement climatique, c'est à grande échelle. Ce n'est pas sur 10 ans qu'on voit les modifications pour dire que le climat a changé. On parle de variabilité. Ça veut dire qu'il y a des modifications. Mais lorsqu'on a réussi ces modifications sur une longue période, on peut dire le climat a changé en ce moment-là. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, dès qu'il y a canicule, dès qu'il y a forte pluie, on dit qu'il y a changement climatique. Donc ce que je disais, il faut intégrer nécessairement
les changements climatiques sur les paramètres là dans les prises de décision. Très bien. On parlait de la construction des digues. La construction des digues, lorsqu'on veut construire les digues, il faut tenir compte de la pluviométrie sur une longue période pour voir les modifications que cela peut avoir. Le comportement du cours d'eau sur une longue période pour pouvoir proposer ces digues-là. Et ces digues, en fait, c'est des retenues d'eau qu'on peut utiliser pour l'agriculture, pour la pisciculture, pour beaucoup de choses. Mais ce que nous ajoutons, ce n'est pas qu'on va empêcher l'eau de descendre. Si on prend des digues sur l'Ouémé, on ne peut pas empêcher l'Ouémé de descendre vers la mer. On ne peut pas contenir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'eau et maintenant laisser l'eau couler toujours vers le sud. Là, nous allons différer la descente des eaux. Alors, ce qui fait que le sud est souvent inondé, c'est que les eaux descendent et ça coïncide avec la petite saison des pluies. Donc, cette petite quantité d'eau qui tombe au cours de septembre, octobre, ça s'ajoute à cette eau qui est descendue là. C'est ça qui gonfle les eaux. Vous allez voir que ce qu'on a eu à Calavi, dans la zone de Calavi, les inondations, on n'aura pas la même chose maintenant en septembre, octobre. Non. Après les pluies, nous n'aurons pas cette quantité d'eau. Vous voyez, donc on n'aura pas les mêmes intensités d'inondation à Calavi comme ce qu'on a eu pour la grande saison. Alors, mais par contre, Cotonou va subir maintenant parce que les eaux vont descendre et amplifier le phénomène. Si vous comprenez le phénomène comme ça, tout le monde est à l'aise, on sait déjà ce qu'il faut faire pour pouvoir les empêcher. Alors, parlant de ce qu'il faut faire, vous parlez de la construction des digues, il y a autre chose à faire pour éviter que cette situation-là n'arrive? Non, ce n'est pas qu'on va éviter et empêcher. Pour que la situation n'arrive pas, les mesures qu'on est en train de proposer maintenant, c'est de faire des retenues. Et il y a déjà 14 retenues. Parce qu'on a fait une réunion en visioconférence hier avec la MPC. Il y a un effort qui est fourni là. Il y a peut-être 14 retenues qui sont en construction déjà. Je n'ai pas de précision là-dessus. Est-ce inclus dans le projet d'assainissement, le projet d'asphaltage? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Asphaltage, moi, en fait, c'est pas ça qui est important pour moi. L'asphaltage, c'est les bitumes qu'il faut placer. Mais le vrai problème, ce qui est construit aujourd'hui, qui aide le Bénin, c'est les collecteurs et les caniveaux qui sont construits. C'est des systèmes de collecte des eaux pour les évacuer vers les points les plus bas, soit la mer ou bien le lac Nokoué. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment important dans ce projet d'asphaltage. Mais tout le monde dit asphaltage, tout comme si c'est placer les bitumes là qui est oui, peut-être parce que c'est ça qui rend un peu plus jolie la vie. Oui, ça c'est pour l'esthétique. Ça c'est pour l'esthétique. Mais on ne peut pas faire l'esthétique là et rester dans l'eau. Mais au même moment que le bitume passe, il y a une grande quantité de caniveaux qui sont construits et de grands collecteurs. Il faut mettre l'accent sur les collecteurs pour recueillir les eaux. Si on peut construire ces collecteurs à Cotonou, vous allez voir que... Les collecteurs dont vous parlez, est-ce qu'il y a des zones spécifiques dans lesquelles il faut les mettre? Justement. Pour tout Cotonou, l'étude est déjà réalisée. Et c'est un logiciel qui nous a donné. Le logiciel fait fi des maisons. Donc on va tenir compte de la morphologie et à identifier là où on doit faire passer les collecteurs pour que l'eau puisse circuler sans problème. Espérons que Agla est compris dans ces zones. Non, la zone d'Agla, tout le monde sait. et en dehors de ça, c'est que à la zone d'Agla et autres, là, il y a des zones qui sont en fait les lits du lac Nokoué. Si je dis lit là, ça veut dire que le lac vient là. Oh, il y a des gens qui ont construit dedans. Justement. Donc le lac vient par moment lorsque c'est en haute eau. Et lorsque on est à l'étiage, lorsque le lac se retire, l'eau repart. Alors ceux qui s'installent dans ces lits-là, soit ils adoptent le phénomène de pilotis, ils construisent sur pilotis. Oui. Soit ils quittent carrément. Mais c'est ça. Donc si vous voulez rester là où l'eau doit rester, vous êtes en haut. Je le dis souvent, on ne lutte pas contre la nature, mais on collabore. La collaboration, c'est ça qu'ils ont fait maintenant à Gambier. Ils sont sur l'eau, mais ils n'ont pas remblayé. Ils ont fait des pilotis, l'eau circule en bas et ils sont en haut. C'est ça la collaboration. Mais ici à Cotonou, on remblaye avec les déchets, on remblaye avec tout ce qu'il faut et on comble le passage de l'eau. Donc tous ceux qui sont dans les zones déjà où l'eau, les assiettes, je les appelle souvent les assiettes de l'eau, ils doivent construire sur pilotis. Simplement s'ils veulent rester là. Autrement, c'est qu'ils dégagent. D'accord. Et parlons maintenant des impacts, je dirais, économiques que peuvent avoir ces catastrophes naturelles sur le pays. Oui, c'est vraiment élevé. Vous voyez, hier, à La Réunion, on a eu 21 cas de décès déjà. Pour ce que vous avez montré tout à l'heure. C'est déjà trop.
une vie humaine ne sont pas à comparer avec de l'argent. Maintenant, il a perdu 21 personnes bras valides. Vous voyez? Et en dehors de ça, maintenant, il y a tout ce qui est détruit sur le plan agricole. Je ne vois même pas les maisons d'abord. Bien sûr, on a vu de nombreux champs qui sont inondés. C'est les champs. Et le ministre de l'Agriculture a présenté hier ces cas-là. La perte est vraiment très, très élevée. Donc, il faut donner vraiment importance à ces retenues d'eau que nous pouvons faire pour pouvoir gérer, pour pouvoir maîtriser les eaux. Et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous, professeur Placide Clédio. On retient qu'il faut anticiper. Anticiper en construisant des retenues d'eau. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Vous pouvez suivre l'émission en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.